Salut les néo-autonomistes. Thibaut nous reçoit chez lui en Dordogne pour nous parler de l'utilisation des outils manuels. Il souhaite montrer que l'énergie humaine, lorsqu'elle est utilisée intelligemment, peut être économique tout en accomplissant des tâches avec précision et efficacité. C'est dans ce cadre que la houe, la hache et la faux, encore utilisées de nos jours par des milliards de personnes dans le monde, font partie de l'outillage du parfait autonomiste. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur l'Archipel. Bonjour Thibaut. Bonjour Brian. Merci de nous recevoir en Dordogne. C'est vraiment un département fantastique. C'est la 4e fois que j'y vais grâce à l'Archipel, on va dire, grâce aux rencontres. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer pourquoi on a déjà vu certains de tes partages, quelle est la chose que tu aimes mettre en avant, et après on déroule ensemble, s'il te plaît. Ok. Déjà bienvenue en Dordogne. Bienvenue dans le plus beau département. Et non, ouais, blague à part, je crois que si les gens me connaissent un petit peu, c'est peut-être parce que j'ai partagé des vidéos, des publications sur les réseaux à propos des outils ancestraux, traditionnels, enfin des outils que j'aime pas appeler outils anciens en fait. Et typiquement des outils comme la houe par exemple, la faux, la serpe, la hache, et que j'essaye d'utiliser de manière à ne pas avoir besoin de machine et à trouver un problème un peu à notre existence, quoi, qui est on a besoin de trop d'énergie pour vivre, quoi. Donc, il y a un baltrap à côté, je préviens les ouais, c'est ça. Qui soit. C'est que là, On reviendra sur le fait que tu disais que tu n'aimes pas entendre ancestraux parce que tu me disais... Non, ancien, j'aime pas entendre ancien. Ancestraux, c'est que c'est un héritage en fait. Ça, c'est toute une culture, c'est plein de paysans qui ont demandé à des forgerons tu peux me la faire comme ça, dans tel acier, machin. Et en fait, on se rend pas compte, mais aujourd'hui, quand on va en jardinerie, quand tu veux une houe, une fourche ou un truc comme ça, tu as juste un choix. Et c'est ça qui est terrible. Parce qu'en fait, avant, dans chaque région, chaque département, même chaque canton, tu avais le type d'outil qui était utilisé. Alors soit parce que c'était culturel, tu me dis si je pars un peu. Non, mais vas-y, non, au contraire. Je suis là pour ça, j'ai fait 3 heures quand même, vas-y, n'hésite pas. Mais en fait, avant, on avait vraiment des outils qui étaient propres à l'usage local. Et ça, c'est super important. Parce que l'outil peut être adapté au terroir, au type de sol que tu vas avoir, au type d'arbre que tu vas couper. Et aujourd'hui, en fait, on a les outils qu'on mérite, quoi. Hein, je te disais tout à l'heure, aujourd'hui en France, on peint et on fait des manches en plastique. Voilà. C'est pas... Aujourd'hui, ce qu'on trouve, qui sont des taillanderies industrielles françaises, je ne vais pas les citer, tout le monde les connaît. Leur job, c'est de faire des manches en plastique et de peindre des outils, quoi. Alors, je saute, tu verras, je t'avais briefé que je saute. Ouais. Si on achète un truc dans le commerce, même si c'est pas une bonne taille, pas une bonne forme et tout, ça vaut quoi niveau qualité? On peut le garder longtemps ou... Oui, par contre, tu peux le garder, ouais, c'est clair. C'est simplement que l'outil va pas être efficace. Et pour moi, le but du jeu, c'est de taper un peu sur les idées reçues et de dire l'outil est efficace, le geste humain est efficace. Par contre, il faut qu'on choisisse le bon et il faut qu'on apprenne à aiguiser nos outils. Tout s'aiguise en fait, on ne se rend pas compte, mais on a même la spatule pour gratter votre œuf dans la poêle, la spatule en bois, il faut l'aiguiser, d'accord? Parce qu'à un moment donné, elle va moins bien gratter l'œuf. C'est vrai. Mais ça va peut-être trop bien gratter la poêle si elle est en téflon. Alors non, évitez le téflon évidemment, hein, on parle de poêle en fonte ici. Mais non, ce que je veux dire, c'est que on ne se rend pas compte en fait de l'efficacité d'un outil. Souvent, quand les gens viennent ici pour commencer à s'initier peut-être à la faux ou parfois à la hache, ce sont des amis qui ne s'attendent pas à ce qu'une hache soit aussi efficace, qui ne s'attendent pas à ce qu'une faux soit aussi agréable à utiliser. Je peux être honnête avec toi, Ouais. quand je te voyais couper du bois, je me suis dit, non mais c'est du polystyrène son bois, c'est un fake. Tu tapes avec une aisance et en fait, tu l'expliques bien aussi, si on prépare bien l'outil avant, c'est du beurre, quoi.
Limite, j'exagère peut-être. Alors c'est stratégique aussi, c'est-à-dire que quand on travaille à la main, on doit avoir une stratégie, on doit pas juste se dire je vais bourriner, voilà. Parce qu'aujourd'hui en fait tu appuies sur un bouton et tu peux devenir, tu peux avoir des super pouvoirs qui te permettent de modifier ton environnement en très peu de temps et de détruire en très peu de temps. Et en fait quand tu as un outil à main, ce qui est bien c'est que tu es obligé un peu de respecter un rythme de la nature, quoi. Ce qui fait que tu ne peux pas devenir fou et raser 1 hectare de forêt en 1 semaine. Par contre, tu peux faire beaucoup de jobs, tu peux faire beaucoup de travail si par exemple tu choisis le bon outil, quoi, et le bon moment aussi pour le faire. Le bon moment. Bah, tu me disais justement le bois, on dirait du polystyrène, mais le bois que je coupe souvent dans mes vidéos, je ne m'attaque pas à un chêne centenaire, je ne m'attaque pas à un arbre qui est sec, mort depuis 10 ans et qui en fait va avoir du coup une autre utilité que celle de me chauffer. Un arbre énorme, mort sur pied, bah, il vaut mieux le laisser pour qu'il y ait des chouettes dedans, qu'il y ait des animaux qui vivent dedans. Par contre, bah, nous on a beaucoup de taillis de châtaigniers ici. Récolter des perches de châtaignier qui font moins de 15 cm de diamètre ou 20 cm de diamètre, et ben ça se reconnecte avec les usages qu'on avait avant, quoi. Tu retrouves les usages paysans, quoi, et de se dire si tu veux te faire du bois, t'attaque pas à un arbre qui aurait un meilleur usage, soit pour la biodiversité, soit pour bah, par exemple la charpente, tu vois. Aujourd'hui, on coupe des arbres pour en faire des pellets, alors qu'ils pourraient faire des poutres. Le bon sens paysan, il faut le réapprendre un petit peu aussi. Je ne dis pas que je l'ai, hein, mais juste tu te rends compte que le but du jeu, dans tout ça, c'est de faire le moindre effort. Même quand tu utilises un outil à main. Mais tu expliquais que c'est bien aussi de revenir sur un terrain dans lequel on puisse tout avoir sans avoir à apporter des intrants. Je ne sais pas si je le dis bien. Est-ce que tu peux développer? Attends, je vais me mettre en face qu'on te voit bien. Est-ce que tu peux développer là-dessus et pourquoi toi c'est vachement important cette notion? En fait, j'aimerais bien expérimenter sur comment est-ce qu'on peut vivre dignement sans avoir spécialement besoin d'autant d'énergie, de machines qui viennent d'industries, de pays lointains, qui nécessitent des forages, des tas de choses comme ça. Et où on n'a pas besoin justement de traction animale quand on est un couple qui veut s'installer à la campagne et faire du jardin. Et ce qui m'embête, c'est que souvent on a des solutions aujourd'hui qui partent soit d'un usage de la machine qui est surdimensionné, soit de la matière organique aussi. Enfin, je veux dire, il y a des tas de méthodes que je trouve très bien au demeurant, hein, parce que c'est du maraîchage sur sol vivant, c'est des choses comme ça et tout. Je tiens juste à dire que moi, je parle pas de jardin dans mes vidéos parce que pour moi, je suis pas très doué pour l'instant et je me sens pas la légitimité de le faire. En revanche, je trouve ça dommage de croire que l'autonomie, ça peut être soutenable à l'échelle d'un pays si on se met tous à faire venir l'équivalent de 2 hectares de foin ou de fumier sur son terrain pour faire son potager, quoi. Que c'est pas non plus soutenable si on a tous besoin de bâches plastiques qui vont se retrouver au final en étant des cauchemars pour les générations futures et des gouttes à gouttes et de tout ça, quoi. Donc la question que je me pose avec Marion, ma chérie, c'est qu'on se demande est-ce qu'en fait on peut arriver avec des outils simples et des méthodes simples à avoir un cycle, à récolter la matière organique, la porter au jardin, à cultiver la terre, à cultiver le bois aussi qui est autour de nous, l'utiliser, tout en faisant en sorte de ne pas avoir besoin de dépendre de territoires extérieurs, quoi, qu'on va appauvrir pour le nôtre. Voilà. Dis-moi, j'ai une petite question, Thibaut. Déjà, t'as quel âge? T'es jeune trentenaire? Je sais pas si tu veux le dire, des fois, c'est un peu gênant. Ouais, 32, ouais. 32. Et dis-moi, comment à 32 ans, maintenant je parle comme un vieux, alors que je suis plus proche, je suis plus proche de la quarantaine, comment t'en es arrivé là? C'est quoi tu peux nous parler un petit peu d'où tu viens, comment tu t'es retrouvé en Dordogne, ce que tu faisais avant?
pourquoi tu te mets à penser à faire sans pétrole? Je veux dire, quels sont tes déclics? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton expérience, s'il te plaît? Ouais, en fait, moi au départ, j'ai fait une fac d'anglais parce que j'avais eu 16 au bac en anglais. Juste pour ça. Oui. Et après, gros échec, j'ai bossé chez Quick à la Pardieu à Lyon. D'ailleurs, voilà, salut à tout le monde parce que c'était vraiment un taf génial. Et puis ensuite, j'ai fait école de commerce en alternance parce que j'avais demandé à un manager, t'as fait quoi toi comme école? J'ai fait l'Idrac. Voilà, j'ai fait l'Idrac. Ah ouais, d'accord. Donc vraiment, tu savais vraiment ce que tu voulais. Ouais, enfin voilà. Donc c'était un peu par hasard que je me suis retrouvé à faire tout ça, et ça m'a permis du coup de connaître un petit peu le monde de l'entreprise et de passer par plein de choses différentes, d'avoir aussi une ouverture d'esprit sur la géopolitique, sur toutes les stratégies digitales, sur le monde dans lequel on évolue, quoi. Et en fait, j'ai trouvé ça assez terrible parce que j'y voyais pas vraiment de sens pour notre existence. Et en fait, j'avais vraiment envie de me persuader d'un truc, c'est que tout ça n'avait aucune finalité heureuse, quoi. Donc Ouais, le productivisme sans c'est ça, sans se poser de questions. Et à quoi bon, quoi? Je veux dire, à quoi bon gagner de la thune, passer sa vie à... Enfin, ça n'a pas de sens. C'est pas comme si... Je comprends, tu vois, des familles qui ont fui la guerre, la famine, etc. et tout, qui tombent dans un consumérisme fou parce que pour eux, ça a manqué, et puis c'est une réparation, quoi. Nous, on a manqué de rien et on est là à juste s'empiffrer en sachant très bien qu'on est en train de tout détruire. Et puis ils s'empiffraient au Quick en plus. Ouais. La petite. Je savais même pas que ça existe encore. Je croyais qu'elle était fermée cette Non, mais année. attends, j'ai 30 ans, hein, je bossais là-bas à 18 ans. mais ouais, tout ça pour dire qu'à un moment donné, j'ai eu une discussion avec un type à une soirée qui me parlait des énergies renouvelables, des éoliennes qu'on pouvait mettre sur les autoroutes pour récupérer de l'électricité, enfin de l'énergie et produire de l'électricité. Tout ça en bois, local. Non, mais voilà, et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi faire? Est-ce que notre société, est-ce que notre mode de consommation vaut vraiment la peine de trouver un moyen d'avoir une énergie abondante pour ce qu'on en fait? Je crois pas. Hein. Je crois pas qu'on soit digne de ça. Voilà. Il y a combien de temps ce déclic? Peut-être 7-8 ans, un truc comme ça. D'accord. Ouais. 7-8 ans. Et puis du coup, c'est là que j'ai commencé à entendre parler de Pablo Servigne, à m'intéresser à ses travaux, à Keller, à Jean Covici. Ouais. Et en fait, très rapidement, tu comprends que, certes, il y a le changement climatique, tout ça, mais que le nœud du problème, c'est l'énergie, quoi. L'énergie, c'est ce qui nous permet, en fait, d'être dans cette folie. Tiens, j'en profite parce que toi, je sais que tu prônes quand même les outils à main et tout. Tu parles d'énergie, j'en prends un au hasard. Tu as dit Jean Covici. Ouais. Tu as partagé tout ce qu'il disait. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer? Je veux le mener. Est-ce que entre ce que tu as entendu et maintenant que tu développes ça, est-ce que ça ressemble à ce qu'il disait? Est-ce que tu as vu des différences? Moi, je trouve ça super, la vulgarisation de Jean Covici, tout ça. Après, son lien avec le nucléaire, moi, L'école des mines. Ouais, tout ça. Enfin, après, ça, je m'en fous. Mais ce que je trouvais intéressant, et ce sur quoi j'espère qu'il y en a, je sais pas s'il va m'écouter ou quelqu'un va lui dire, il y a un type qui a dit ça. C'est qu'il a fait un article vraiment chouette sur la conversion de l'équivalent de l'énergie produite par le pétrole, enfin de l'équivalent en joules, quoi, ce que le pétrole était capable de faire par rapport à un humain. Et là, ça ouvre les yeux sur le fait que le pétrole est certainement la meilleure énergie qui soit, quoi, parce que tu es capable de la transporter facilement, elle développe une puissance incroyable avec très peu de matière. Et donc en fait, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas mieux que le pétrole, quoi. Il n'y a pas de planète B non plus. Il n'y a pas de planète B non plus. Vas-y. Et en fait,
là où je veux en venir, c'est qu'il parle du fait, par exemple, que dans 1 litre de pétrole, ça correspond au travail de 100 personnes, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est pendant une journée. Donc en fait, à partir de ce moment-là, tu te rends compte de pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec des problèmes de chômage depuis l'industrialisation massive d'après-guerre. C'est parce qu'en fait, les machines et le pétrole surpassent le travail manuel, le travail des chevaux, le travail des humains, quoi. Ouais, et en fait, le problème, ce qui m'embêtait finalement, après la lecture de cet article et quelques années après, c'était de me dire qu'en fait, Jean Covici, il avait simplement comparé ce qu'un litre de pétrole pouvait faire par rapport à une centaine d'humains. Et à chaque fois, il comparait en montrant que l'humain n'était pas du tout efficace. Parce que regardez, si un humain met 30 kg de pierre dans son sac à dos et qu'il monte l'Everest, et ben en fait, il va produire que X watts, ce qui est ridicule par rapport au pétrole. Parce qu'un litre de pétrole dans une machine, elle serait capable de monter l'Everest et tant de charge pendant tant de temps, quoi. Et du coup, je trouve que ça déprime, quoi. Parce que tu te dis, mais en fait, on ne sert à rien, on est nul, on n'est pas capable de faire grand-chose parce que notre énergie individuelle à nous, bah, c'est rien par rapport au pétrole, c'est rien par rapport à l'énergie industrielle, quoi. Et en fait, ça, c'est un truc qui m'a vraiment passionné, c'était de me rendre compte que, en fait, avec un petit déjeuner, eh ben, on était capable de faire beaucoup de choses aussi. Avec un petit déjeuner et un bon outil, eh ben, on pouvait être parfois même plus efficace que la machine. Si on prend le rapport des joules, de l'énergie dépensée et du rendement qu'on a eu, quoi. Tu as un arbre qui tombe au sol, il va falloir les brancher. Bah, tu peux mettre un litre dans une tronçonneuse et les brancher en une matinée. Et puis tu peux aussi prendre une hache et les brancher peut-être en une journée, c'est-à-dire 2 fois plus de temps. Mais par contre, en termes de joules que tu as consommés ou d'énergie en tout cas, de puissance que tu as développée, tu as fait beaucoup avec très peu, quoi. Tu te rappelles ce que je t'ai dit quand on avait parlé de ça rapidement? J'ai dit ouais, mais on n'a plus le temps. Ah, tu me parles comme si on avait le temps. Il faut bien aller payer les impôts. Si on a des enfants, il faut bien leur payer des habits. Il faut bien leur... Est-ce que tu vois, ouais, je te sûr. titille, hein, mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais tu as tout à fait raison. Et puis moi, j'ai pas envie de dire qu'on peut être en autarcie ou quoi que ce soit. Et le but du jeu, c'est simplement de se dire, ok, peut-être que ça prend plus de temps, mais ce temps-là, en fait, il est bénéfique parce que le plus souvent, quand tu travailles comme ça, tu vas profiter déjà de la vie, tu vas profiter de ta famille même. Moi, ce que je dis, c'est que quand je fauche, quand je fais mon bois, quand je fais du jardin et tout, ma fille, elle peut être à côté. Elle risque pas de se prendre un caillou dans l'œil, elle risque pas de devenir sourde ou quoi que ce soit. Si elle a besoin de moi, elle a qu'à m'appeler et je l'entends. Oui, qu'avec dès qu'il y a du moteur, c'est plus difficile. Alors que dès qu'il y a du moteur, c'est pas possible. Donc il faudrait que je la fasse garder. Donc il faudrait que je paye une garde. Et puis si j'ai un moteur, il faut que je l'achète, ce moteur. Et puis que je lui mette de l'huile, que je lui mette de l'essence, que je m'achète des EPI parce qu'il peut m'arracher une jambe. Il faut aussi que je l'entretienne. Et vu que c'est trop compliqué pour moi, il faut que je paye un mécanicien, etc., etc. Et en fait, c'est comme cette histoire là, de Ivan Illich là, qui avait fait un livre assez intéressant sur la convivialité et qui explique qu'en fait, les Américains passent leur temps à passer un budget fou dans leur bagnole, qui fait que si jamais tu retires tu prends tout l'argent qu'ils ont dû consommer, dépenser pour leur bagnole, l'assurance, la route, etc., et ben en fait, ils auraient mieux fait d'y aller à pied. Non mais c'est vrai. Et en fait, tu te rends compte que des fois, on est dans une espèce de ce que les Anglais appellent la rat race, tu vois. Tu cours, et en fait, tu te rends pas compte que si simplement tu t'arrêtes et tu décides de plus courir dans ce sens-là, bah tu retrouves du temps en fait. Tu retrouves du temps parce que tu n'as plus besoin de consommer. Et les outils ancestraux, c'est ça, c'est vraiment une sorte de rébellion, quoi, je trouve. Bon là, je pense qu'on a bien dépeint le personnage. Oui. C'est pas mal. déjà 20 minutes, hein, pour te dire... Non mais c'est une belle présentation. Est-ce qu'à ce sujet tu veux rajouter, ou sinon on en parlera plus tard? Je pense qu'on parle quand même d'outils, et moi c'est une des raisons, avant de connaître j'avais notion de cet état d'esprit. Est-ce qu'on peut parler de la houe, de la faux,
du temps que ça prend. On ira montrer tu fais aussi quelques constructions en bois et tout, pour que les gens aient une notion du temps, de la difficulté, du fait de pouvoir le déplacer facilement aussi, parce que le tracteur sur le dos c'est plus difficile. Ouais. Porte ouverte, feu. On part sur. Tu as là où tu veux qu'on rentre plus dans le détail. Ouais, je vais peut-être parler de les 4 outils en fait que j'aime beaucoup. C'est en fait lié aux besoins primaires, quoi. Oui, pour moi les 4 outils essentiels c'est la houe, la hache, la faux et la serpe. Pour les simples raisons qu'en fait ces outils ils te permettent de te faire un abri, ils te permettent de te faire le mobilier, ils te permettent de faire ton jardin, ils te permettent si tu fais un peu d'élevage de nourrir tes animaux. Et en fait c'est des outils qui sont très polyvalents et qui ont été parmi les premiers outils qu'on a inventés, quoi. Alors la faux c'est pas vrai, mais par contre la faucille, on retrouve des faucilles qui étaient faites en terre cuite. Et oui, bien sûr, en fait, on a eu très rapidement besoin de défricher, de récupérer de la matière organique pour faire de la toiture, pour nourrir des animaux, pour tas de choses différentes. Et donc, en fait, la hache, la houe, c'est aussi deux outils qu'on retrouve dans le tout début de l'humanité, quoi. C'est les premiers outils qui ont été inventés de manière universelle. Et ça, c'est chouette, quoi. C'est-à-dire que des gens sur des continents différents ont cherché à faire les mêmes choses avec les mêmes gestes. Et donc, en fait, on se retrouve avec ces outils aujourd'hui en se disant, mais s'ils sont toujours là, c'est parce qu'en fait, ils ont une polyvalence qui est géniale. Simple et efficace. Simple et efficace. C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont pas être, par exemple, plus efficaces qu'un outil très spécifique qui va faire qu'une seule chose à la fois. Par exemple, la scie, elle est faite pour scier. Tu vas couper du bois, tu vas le tronçonner. Par contre, la hache, elle va être capable d'abattre un arbre, elle va être capable d'en faire une poutre, elle va être capable de faire une flèche, elle va être capable de dégrossir des formes différentes. Et donc ça, c'est quand même quelque chose que je trouve super intéressant. Et la houe, c'est souvent un outil où on me dit, ouais, mais c'est quoi? C'est comme la bêche, c'est comme la grelinette, c'est une binette, c'est un sarcloir. Mais en fait, c'est un peu tout ça, quoi. Et c'est pour ça que c'est intéressant. En fait, avec une houe, il y a un historien qui disait la houe, c'est l'outil le plus parfait pour cultiver la terre. Et dans le sens où si on devait te donner un outil pour ta vie et pour que tu puisses faire pousser des trucs, cultiver la terre, ce serait la houe, quoi. Tu m'as dit un truc de fou. Combien encore d'humains sur Terre utilisent la houe? Plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard. 1 milliard 300 millions, un truc comme ça. Ça a fait ses preuves. Oui, en fait la houe, tu peux l'emmener partout, tu peux labourer là où les machines passent pas, tu peux travailler quand c'est trop humide pour les machines ou pour les animaux. Tu peux faire des petites surfaces aussi, parce que le problème de la traction animale, c'est que tu vas devoir faire des demi-tours. Et en fait, c'est un outil qui est très très résilient, quoi. C'est un terme un peu à la mode, mais ça, c'est grosso modo, tu pars avec une houe, une hache, une serpe et de quoi faucher. Tu peux, je dis pas que tu peux faire ta vie entièrement à partir de ces outils-là, parce que voilà, mais tu peux déjà faire beaucoup de choses rien qu'avec ça, quoi. Tu disais la faux, ça a été plus tardif. T'as une idée de quand c'est arrivé et pourquoi? Alors, la faux, on la retrouve déjà sur pas mal de tentures au Moyen-Âge, des dessins et tout. Mais en fait, en France, elle a été adoptée assez tard, finalement. Assez tard parce qu'elle était plutôt mal vue, dans le sens où elle enlevait trop de travail aux gens. Une personne à la faux remplaçait 10 personnes à la faucille. Donc c'est déjà en fait une machine, quoi. C'est déjà un outil de production, quoi. Mais en fait, il y a un point qui est super important, c'est le fait que je parle quasiment tout le temps d'outils qui sont lancés. En fait, une houe, tu regardes une houe. Je mets le geste, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Tu te sers de. Alors, on dit tu vois, la houe, elle est comme ça. Voilà, j'ai produit aucun effort pour faire ça, mais par contre, elle vient de trancher 15 cm dans le sol.
Et en fait, c'est que là où, si je la mets comme ça, je vais me reculer, bouge pas, qu'on voit bien. là où, Punaise. Déjà, l'amplitude, tu comprends pourquoi il y a de la, ouais, bien il y a sûr. de l'énergie. Vas-y, c'est bon. Ce que je veux dire, c'est que regarde, là, c'est en termes d'effort. Quand tu prends une houe, là, celle-ci, elle doit faire 1 kg et quelques. Pour la soulever, j'ai un principe qui est super, c'est le levier, quoi. Là, je mets ma main gauche ici. Ici, j'ai juste à faire comme ça, avec le poids rien que même de mon bras. Hop, je la soulève. Et puisqu'elle est, elle est dans mon centre de gravité, je porte vraiment pas grand-chose. Là. Vous savez, on voit souvent des gens qui portent sur la tête, etc., dans les pays pauvres, mais c'est parce qu'ils le mettent dans l'axe, dans le centre de gravité, quoi. Et c'est beaucoup plus facile. Donc en fait, lever, c'est pas compliqué, mettre au-dessus de la tête, c'est pas compliqué. Et après, il y a un truc qui rentre en jeu, c'est que la Terre, elle attire toujours les objets vers le sol. Donc, je m'exprime mal parce que je ne suis pas du tout scientifique et je pense qu'il y a plein de gens qui me reprendront et qui trouveront les bons termes. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que les outils lancés, leur grand intérêt, c'est qu'on va pouvoir utiliser la gravité. Ce que n'utilisent pas les outils thermiques. Les outils thermiques, c'est le moteur qui va tout faire. Là, nous, notre job, c'est d'utiliser cette gravité-là, d'utiliser les effets de levier et de faire en sorte d'en faire le moins possible, enfin, le moins d'efforts possible, et avec le plus de rendement possible aussi. Donc en fait, c'est qu'une question de, ok, comment est-ce que je dois me positionner, comment est-ce que je dois travailler, est-ce que mon manche il est assez long, est-ce que je suis bien aiguisé ou pas, est-ce que c'est le moment aussi? Si là on était en pleine sécheresse, évidemment, ça ne rentrerait pas. Peut-être que mon tranchant il rentrerait que de 3 cm. Tu ferais pas ça sur mon terrain, par exemple? Je te le dis honnêtement. Hein. Déjà, il y a des pierres qui t'arrêteraient et qui te pêteraient le... Ouais, mais du coup, tu as d'autres formes de houes. Parce que là, tu vois, les houes, par exemple, pour les terrains caillouteux et très argileux, elles n'ont pas de tranchant. Elles ont 2 dents, tu vois, qui permettent justement d'excaver les pierres, de retirer les mottes, de bien rentrer dans la terre argileuse. Je comprends mieux maintenant pourquoi tu dis que ce n'est pas les bons formats des outils qu'on trouve dans le commerce. Oui, en fait, c'est un standard. Mais un standard qu'on mérite. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent juste prendre leur outil, faire comme ça et rentrer à la maison. Et après, ils reviennent. Ah putain, il est où? Ah bah, il est là, il est jaune. Ah, ou alors, il est tout bleu. Et puis ça n'a pas fonctionné automatiquement comme les robots là, tu sais, qui tombent maintenant. Oui, c'est ça. Et puis, bah, ils le retrouvent parce que du coup, le manche, il est vert fluo ou jaune fluo. Donc voilà. Donc en fait, les outils qu'on a développés aujourd'hui, c'est des outils qui sont faits pour les gens d'aujourd'hui, quoi. Et tu vois, souvent les gens aussi se plaignent que les manches en bois, ils bougent à un moment donné, que tu vois, même ma houe, tu vois, elle fait ça. Ça peut gonfler aussi peut-être si tu te laisses trop dehors, tu avais l'air de dire. Donc, Ouais, mais en fait le bois c'est une matière qui est vivante, donc avec l'humidité il va gonfler, avec le sec il va se rétracter, donc il faut apprendre. Pardon, j'aimais bien ce que tu me disais. C'est quoi un bon bois pour un manche? Juste, je te charrie parce qu'on en a déjà parlé et j'ai bien aimé ce que tu m'avais dit là-dessus. Ouais. Quand je t'avais demandé c'est quoi un bon bois? Ouais. Bah, tu veux que je te le refasse? Ah bah vas-y, rappelle-le. Je sais plus ce que j'avais dit comme bêtise, mais je crois que c'est le bois en anglais ou je sais pas quoi. En latin, j'avais fait Arboricus disponibilis ou un truc comme Exactement. ça. Oui, bah c'est ce qui pousse autour de toi, quoi. Ça peut être... En fait, c'est vraiment lié aux Américains, au capitalisme. Hein. Alors désolé pour les Américains, mais les Américains ont cette culture qu'ils nous ont transmise avec le tracteur et le plan Marshall et tout le reste, qui est d'avoir un espèce plein de dogmes, plein de choses à suivre ou de règles dont il ne faut pas sortir des lignes, quoi. Et en fait, tu te rends compte que culturellement, nous, quand tu vas dans les vides-greniers, que tu regardes comment sont foutues les manches de hache, de houe, de fourche ou peu importe, tu vas avoir plein d'essences différentes. Tu vas en avoir où c'est des bases de branches, d'autres ça va être des arbres qui ont été fendus, d'autres ça va être des anciennes poutres. Et donc en fait, il faut essayer de dédramatiser tout ça et de sortir de toutes les normes industrielles et de se dire, le manche, fais-le avec ce que tu as de dispo, quoi. Si c'est du peuplier, du saule, vas-y. Si c'est du chêne, tu peux. Si c'est de l'acacia, tu peux.
Je vais peut-être dire une bêtise, mais il n'y a pas des manches qui amortissent mieux sur des chocs un peu, tu sais, quand tu tapes, tu pilonnes. Il n'y a pas des manches qui amortissent mieux le frein est reconnu pour ça, mais franchement, il y a... Je sais pas. Honnêtement, j'utilise plein de manches différentes, du hêtre, du frêne, du châtaignier évidemment, parce qu'ici on est café de châtaignier, donc on fait beaucoup de manches avec Cyril qui sont en châtaignier mort ou même en châtaignier vert. Ouais. Et en fait, la différence, on la voit pas non plus énormément, quoi. Tu disais qu'il y en a par contre qui ne rompent pas. Oui, alors, en règle générale, il faut quand même faire attention sur le fait d'utiliser des feuillus durs pour... donc feuillus durs, c'est les chênes, châtaigniers, ormes, charmes, frênes, etc. Et ça, il faut plutôt utiliser sur les outils qui peuvent être très tranchants, comme les haches ou les serpes, et qui vont avoir un choc sur une matière comme le bois, quoi. Parce que ces essences-là, en fait, elles vont, si jamais elles cassent, en règle générale, elles vont plutôt casser dans la fibre, elles vont plutôt fendre que casser net, comme du peuplier le ferait, par exemple. Le peuplier, c'est un arbre c'est un bois qui est très très léger, et en fait on se rend pas compte s'il a été bouffé ou s'il a commencé en fait à se dégrader. Tu vois, du châtaignier qui s'est fait bouffer par le champignon, qui est tout léger et tout, tu te dis ah ouais, lui si je tape avec il va se péter, c'est sûr, quoi. Je me le prends dans les dents. Ouais, mais le peuplier tu t'en rends pas compte. Donc en fait moi j'ai des manches de houx en peuplier, c'est super parce que c'est de l'aluminium le peuplier, hein, c'est super léger et tout. Mais par contre une fois, on s'est fait un manche de serpe avec un copain et j'ai tapé sur un bout de bois et la serpe m'est revenue à ça de la joue, quoi. Ce serait pas arrivé avec un broyeur? Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de risque zéro. Mais avec ça, c'est parce que tu n'as pas contrôlé ton matériel que ça s'est passé. Qu'un broyeur, avec la puissance que ça, des fois, problème d'engrenage et tout, tu te le... Bien sûr. Puis c'est low-tech. Désolé, je sors le mot, c'est un peu... maintenant, ça fait cliché, c'est un peu comme la résilience, mais le low-tech, peut-être qu'on y arrivera un jour. Ouais, mais après, c'est quoi le low-tech, quoi? Tu vois, moi, pour moi, c'est quelque chose qu'on pourrait refaire, qu'on pourrait refaire seul. Okay. Je veux dire, même si j'ai pas encore de formation, je suis déjà allé voir des forgerons, mais ce serait plus simple de me dire je me lance là-dedans que déjà d'essayer de faire un composant électronique. Tu vois. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que je crois que la base de... non mais la base pour l'avenir, si on veut vraiment essayer de continuer à vivre sur cette planète et d'en profiter sans que sa beauté disparaisse, on va devoir revenir justement à des technologies qui sont les technologies de village. Avec le charpentier de village, avec la forgeronne de village. En fait, quelque chose de résilient, c'est quelque chose qui ne nécessite pas de pièces détachées qui viennent de Chine, d'un combustible qui vient d'Afrique et d'ingénieurs qui viennent de San Francisco, quoi. Le but du jeu, c'est que cet ingénieur-là, si c'est ton ou ta pote forgeron, à qui tu dis écoute, là, je pense que ce serait bien que l'outil soit un peu plus lourd ou que tu vois la douille elle soit comme ça le manche on pourrait le faire un peu plus gros. Bah voilà, terminé. Chose qu'un broyeur, je te vois pas écrire à l'ingénieur en Chine pour lui dire excuse-moi mais là tu pourrais me faire ça. Ouais. Je vois. Et là ton pote il va pas se dire attends mais là il y a moyen de me lancer une start-up et faire un nouvel outil et de partir dans un espèce de délire terrible, quoi. De là on va se faire de la thune avec un nouveau modèle qu'on vendra super cher, alors que... Bref. Bon déjà, est-ce qu'il y a des tailles? Alors moi, tu vois, je suis gaucher. Un jour, j'achète une faux en mode, vas-y, je vais m'y mettre. C'était pour droitier. Déjà, rien que là, je me suis dit, waouh. Ouais, ben, en fait, le mouvement de la faux, ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, je fais une demi-lune devant moi, là, tu vois, et tu remarques que si je vais de la droite vers la gauche, puis de la gauche vers la droite, la trajectoire, c'est exactement la même. Oui, mouvement de bassin, mais ce que je veux dire, c'est que si je suis gaucher ou droitier, je suis obligé de faire la même trajectoire.
Et c'est pour ça qu'à chaque fois que les gauchers et gauchères m'écrivent, je le dis, bah, vaut mieux prendre une faux de droitier parce que déjà, tu as beaucoup plus de choix, tu vas pouvoir faucher avec les autres, et puis c'est quand même un outil où tu peux t'adapter assez rapidement, quoi. Voilà, juste parce que la trajectoire, en fait, elle est la même pour tout le monde. Après, ouais, je sais que c'est pas facile pour les gauchers, mais c'est vraiment un outil qui est moins difficile à prendre en main que par exemple un gaucher qui veut essayer une hache de droitier. Voilà. Niveau entretien, c'est quoi? J'ai vu tout à l'heure, je triche un peu, tu as quand même toujours une pierre avec toi, parce que je présume qu'il faut avoir un bon outil tranchant pour avoir moins de boulot. Est-ce que tu peux nous débriefer un peu tout ça, s'il te plaît? Alors bah déjà, tous les 6 mois, il faut que je l'emmène à l'atelier pour qu'il me remette... Non, c'est pas vrai, je déconne. Ah non, mais qui te change une pièce, ouais, d'accord. Et puis t'as vu, j'étais sérieux, ah ouais, vas-y. Ah ouais, d'accord. Ouais, non, c'est un forfait, hein, c'est super. Non, oui, en fait, il y a, au niveau de l'entretien, alors c'est un outil qui est formidable encore au niveau de la résilience parce que elle vient quand même du monde paysan où à l'époque, tu te dis, bon, l'acier ça coûte cher, comment je pourrais faire un truc qui coupe de l'herbe en utilisant le moins d'acier possible. Donc en fait, c'est une feuille, c'est vraiment une feuille d'acier sur une grosse nervure. Cette faux-là, par exemple, elle fait 80 cm de long et elle doit faire dans les 600 grammes, quoi. Donc ce qui est très peu. Ouais, ouais. Et là, le principe, c'est qu'on va, plutôt que de toujours retirer de la matière avec une lime ou avec une pierre, on va étirer la matière. Donc à chaque fois que notre faux elle est usée, on va la battre avec un marteau pour étirer le métal. Et ensuite, ce métal-là, très fin, on va le rendre agressif avec une pierre. C'est pour ça que... Ça s'appelle comment? C'est une pierre? Une pierre aiguisée. Une pierre aiguisée qui ressemble à un canoë. Et cette forme particulière, T'en as une dans le coin, excuse-moi? Oui, bien sûr. Comme ça, j'en profite, on fait le manuel de l'utilisation et le savoir de la faux en même temps. Ouais, la forme de... Ouais, c'est une pierre synthétique. La forme de canoë, en fait, elle permet d'avoir l'aiguisage le plus fin possible parce qu'elle va suivre en fait une courbe plutôt que d'être toute droite. Ouais, ça c'est un terme, c'est des trucs un peu techniques, mais... Non mais vas-y, okay. Comme ça il y en aura pour tout le monde. Ok, super. En fait, oui, et puis cette info-là, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. C'est simplement en me disant, mais pourquoi cette forme de canoë? Et bien simplement, si on utilise cette forme de canoë, on a un angle d'aiguisage qui est beaucoup plus fin que si on avait une forme droite ou rectangulaire. Parce que cette forme-là, elle va les creuser de manière concave sur le tranchant. Ah oui. Et en fait, elle va permettre d'avoir un tranchant plus fin, plus agressif. C'est un peu comme quand on prend un angle pour faire un couteau. Il y a un certain... c'est ça. Ouais, d'accord, je comprends pourquoi. Et tu vois, en fait, tu es toujours bloqué par cette nervure ici. Et cette nervure-là, elle fait que tu ne peux pas avoir un angle plus fin que celui qu'elle donne. Ah, donc ça a son intérêt, cet angle. Oui, bien sûr. Donc c'est un repère, si tu veux. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens se sont dit, ok, mais si ma pierre, elle est parfaitement droite, je ne vais pas pouvoir avoir un angle très fin. Alors que si elle a un petit arrondi, je vais pouvoir avoir un angle un peu plus fin parce que l'arrondi va simuler le fait que ma pierre est encore plus près du tranchant que si elle était droite. Mais ouais, il faut la mouiller aussi. En fait, on la porte dans un coffin. Et cette eau-là, elle permet de... C'est abrasif, l'eau? Non, pas du tout. C'est juste simplement que ça permet de moins user la pierre. Et par exemple, tu as toujours un peu de sable ou d'herbe aussi qui peuvent se déposer sur ta pierre quand tu aiguises. Donc l'eau, elle va permettre de diluer ces saletés et d'éviter en fait d'abîmer la faux quand tu vas réaiguiser après. Donc voilà, en fait, la faux, c'est vraiment un outil super. Ça demande des gestes à apprendre. Et là, c'est encore un truc philosophique intéressant, c'est que c'est quelque chose de simple, mais qui n'est pas facile. Ah putain, alors ça... Mais non, mais ça, c'est super intéressant. Parce qu'une tronçonneuse, ou une débroussailleuse, une tondeuse, c'est facile à utiliser. Ouais. Par contre, c'est complexe. Va te construire une tondeuse ou une tronçonneuse. Tu vois, une faux, c'est quelque chose qui est très simple. C'est un bout de bois, un anneau, une lame. Et à partir de ce moment-là, il faut simplement que tu apprennes à utiliser ta faux, à l'aiguiser et à avoir le bon mouvement. Donc ça te demande en fait un effort.
Mais cet effort-là, après, il est rentabilisé par le fait que ton outil te rend de bons services. Ouais, c'est ça. Tu peux faucher le dimanche, tu peux faucher quand il pleut, quand il y a du vent, quand tu as des enfants à côté, tu peux faucher dans des endroits qui sont difficiles à atteindre, en pente. Donc t'as pas besoin d'avoir ton bidon d'essence ou d'huile avec toi. Ouais, moi je vois vraiment que des avantages, quoi. Petite question, tu dis pas besoin d'avoir le bidon d'essence. Tous les combien tu dois réaiguiser et tous les combien tu dois étirer la lame à peu près pour que les gens aient notion? En fait, ça dépend. Si tu as une pierre synthétique, tu peux tricher. La pierre synthétique, elle te permet de ne pas battre ta faux. Parce qu'elle va être tellement agressive qu'elle va laisser une micro-denture sur ta faux. Et donc tu vas pouvoir l'utiliser sans la battre. Sur le champ, quand on travaille, on va aiguiser la faux avec la pierre toutes les 2-3 minutes. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un métal qui est très fin et qui va s'user rapidement. Donc on a besoin de le redresser et puis voilà, toujours. Le moindre coup, si tu as une pierre qui est malheureusement placée dans le champ, il faut retirer. Une taupinière, un truc comme ça, une branche que tu te prends. Alors après, si c'est des pierres, oui, il faudrait que la pierre, elle soit vraiment, qu'elle dépasse la surface du sol. Si c'est une pierre qui est à la surface, qui dépasse un petit peu, ça peut le faire si tu règles bien ta faux, quoi. Là, par exemple, je sais pas si je l'avais bien aiguisé tout à l'heure, donc je lui mets juste un petit coup. Donc là, j'ai travaillé sur la partie intérieure, c'est-à-dire que j'ai tiré ma pierre de cette manière-là pour venir rendre le tranchant bien agressif. Et quand j'ai fait ça, il y a une petite partie de métal qui est venue du coup se former un bourrelet de l'autre côté, ce qu'on appelle le morphile. On peut le sentir quand on passe l'ongle dessus. Et ce morphile-là, il sera toujours présent, mais on a besoin de l'aligner dans l'axe de la lame, en fait, comme si c'était lui qui allait couper l'herbe. Donc la chose que je fais ensuite, c'est de dresser ce morphile-là pour qu'il soit aligné avec ma lame et que lui, il va faire en sorte d'attaquer l'herbe. Donc tu vois, l'herbe, elle est très courte, mais c'est pas un problème. On peut quand même, la faucher, quoi. Ah, tu la poses par terre? Ouais, en fait, la lame, elle quitte jamais le sol. Elle quitte le sol dans de rares moments. Tu vois, là. Ouais, je vais taper la pierre, mais t'inquiète pas, je la vois. Ça, c'est vraiment un truc que je veux montrer, c'est que souvent, quand on fauche, on a tendance à vouloir faire comme ça. mais il faut vraiment appuyer presque sur la faux. Il faut l'obliger à être au sol. Et à ce moment-là, en fait, elle va venir cueillir l'herbe, quoi. Alors là, c'est peut-être pas très visible, mais parce que c'est vraiment très rare. On a fauché il n'y a pas longtemps. Mais c'est juste pour montrer qu'en fait, on peut avoir un green de golf avec une faux, quoi. Même si je vous le déconseille, tu peux faire des allées, tu peux remplacer une tondeuse sans problème avec une faux. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que quand tu as une tondeuse, le problème, c'est que on parlait de temps tout à l'heure, mais tu es esclave du temps avec une tondeuse. Parce que tu dois vraiment tondre avant que ce soit trop haut pour ta tondeuse et que elle risque de bourrer. Donc du coup, vite, il faut que je me dépêche, que je tonde. Mais alors qu'en fait, une faux, c'est capable de faire une pelouse, c'est capable de faire une prairie. Tu vois, on va montrer la différence entre les deux, justement, là où tu es passé. Bon, là, il y a plein de belles fleurs, là, donc je préfère les garder. Et pour avoir une idée, quand on maîtrise bien, on fait quoi, du 100 mètres carrés heure 500 mètres carrés. 500 mètres carrés de l'heure? Ouais. C'est pas mal. Ouais, en fait, il te parle du rendement d'une personne qui va moissonner à la faux. Je crois que c'est 5000 mètres carrés par jour. Mais alors attention, on est déjà sur des rendements qui sont des rendements où le but du jeu, c'est le capital. C'est pas la subsistance, hein. Malheureusement, les outils ils ont été utilisés par des générations où on a demandé aux gens de pas, où ils faisaient pas ça pour eux, quoi. Ils faisaient ça pour un rendement, un seigneur, pour des bourgeois, des choses comme ça, quoi. Pour quelqu'un qui donnait des ordres et qui était pressé. C'est ça. Et qui voulait du rendement. C'est ça. Mais en fait, tu te rends compte que dans les pays pauvres où il n'y a pas ce rapport de force, tu as des gens qui ont des périodes de loisirs, de fêtes, de moments d'oisiveté, en fait, alors que c'est des gens qui travaillent sans machine. Ah ouais, mais tu vois, même quand on voit dans tout ce qui est culturel, traditionnel, les vêtements, à quel point ils sont travaillés, l'architecture,
les champs, à quel point toute cette richesse-là montre qu'il y avait de l'oisiveté, il y avait des moments de convivialité. Mais en fait, c'est encore une fois, c'est encore une question de gravité, quoi. Parce que c'est par le fait que mon corps, je vais le laisser tomber vers le sol, de gauche à droite, de droite à gauche, pardon, que je vais pouvoir emmener la faux avec moi sur le côté, quoi. Et donc il y a une chose qui est assez facile à retenir, c'est que si on ne veut pas s'épuiser à la tâche, il ne faut pas vouloir aller plus vite que la musique. C'est-à-dire que, alors là je fais gaffe parce que il y a une fourmilière. Et tu vois, si par exemple je cherche à vraiment vouloir avoir du rendement, à aller vite et tout, et ben en fait je vais plus travailler vraiment avec la gravité, je vais plus travailler avec mon balancier, je vais travailler avec le haut de mon corps, avec tous mes muscles, alors que si je prends le temps de prendre la force de la terre qui m'attire à elle, sans vouloir partir dans des discussions de hippie ou quoi que ce soit, hein. C'est en prenant ce temps-là qu'en fait je vais me calmer, je vais profiter de la gravité. J'adore la mélodie que ça fait, c'est apaisant. Ah ouais. Tu vois là, j'ai un chêne par exemple, je vais pouvoir tourner autour. Hop. Oui, c'est pas assez costaud pour couper un chêne. Et puis comme tu le fais, enfin bon, on va pas le tenter, mais. Alors, là, tu vois, j'ai des acacias qui se portent pas mal. Et si, ouais, on peut couper un chêne, ouais. On peut coucher. Par exemple, là, ici, tu vois. Ça, bon, ah non, mais le coupe pas pour la vidéo, hein, si. Non, mais là, ils n'ont pas trop intérêt parce qu'ils sont vraiment très près les uns des autres. Et puis, de toute façon, enfin, des semi-spontanés de chêne, j'en ai de partout, mais. Là, lui, de toute manière, si je veux qu'il pousse, qu'il aille un peu vers le haut, faut pas qu'il buissonne. Donc, typiquement, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de faucher, comme si j'allais faucher de l'herbe, en le prenant sur toute ma lame, je vais venir là où il y a moins d'effet de levier sur ma lame. Si je le prends ici, le levier il va être énorme sur ma lame, tu vois. Donc je risque de casser un truc ou d'abîmer quelque chose. Donc plus vers toi. Plus vers le manche en fait. Et si je viens vers le manche, et ben là je peux venir couper. Hop. Je peux venir couper mon chêne, quoi. Je peux venir tailler. Et là, le fait de tailler le chêne, tu vas devoir réaiguiser ou Non, bah tu vas voir, regarde. Hop. Donc là, j'ai coupé le chêne. Hein? Ouais, j'ai soulevé un peu. Mais tu vois, juste après, je peux quand même faucher de l'herbe, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi j'ai soulevé la lame? C'est parce que quand on travaille la matière comme le bois, enfin des matières ligneuses, il y a quelques règles à respecter pour être efficace. C'est de jamais mettre ton tranchant perpendiculaire aux fibres. Il faut toujours arriver de biais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai soulevé mon manche pour pouvoir attaquer à 45 degrés en fait. Si j'attaque à 45 degrés, ça rentre dans le bois sans que ça fasse trop de contraintes sur mon tranchant. Non mais j'ai pas envie de faire le promoteur non plus, mais quand tu fauches, tu es capable du coup de dire ok, ça c'est une espèce qui est rare, je vais la laisser. Tu es vraiment capable de prendre le temps d'observer les choses, d'éviter de dégommer un animal, d'éviter de dégommer certaines espèces. Et puis tu peux prendre le temps aussi d'avoir une stratégie de conservation de certaines espèces. Là, nous, on veut conserver la prairie parce que c'est un écosystème très important. Mais on aimerait bien que ce soit une prairie couverte par les arbres, par des trognes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va conserver des semis-spontanés et faire ce qu'on appelle la régénération naturelle assistée. Donc c'est plutôt que de planter des arbres, alors j'ai planté des arbres comme par exemple le robinier parce que j'en avais pas sur le terrain et il m'intéresse pour faire du bois de chauffage. Mais plutôt que de planter et d'arroser ou de devoir s'occuper très fort, s'investir énormément sur certains arbres que tu plantes, ceux qui poussent déjà tout seuls, eux, ils ont pas besoin d'arrosage, ils n'ont pas besoin d'être désherbés, ils n'ont pas besoin de compost, ils ont juste besoin que tu les protèges des chevreuils et que tu les aides à aller vers le haut. Donc quand tu fauches, si tu as ta petite serpe sur toi ou si tu es assez agile avec ta faux, tu viens lui couper les branches latérales
Et tu reviens quelques mois après et ton chêne, en fait, bah, il a poussé vers l'eau, quoi. Et ça se fait à fond en Afrique pour éviter la désertification. Plutôt que d'acheter des essences et de les faire venir, et de les planter, de les arroser, mettre du compost et tout, bah juste s'occuper de ce qui pousse déjà bien, quoi. Alors c'est moins ta spécialité, mais tu voulais en parler pour expliquer aussi que bon, toi tu es très fan de la hache pour la construction entre autres et pour le bois de chauffage. Ouais. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu, je vais filmer de loin, tu peux nous détailler pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce que tu voulais voir là-dedans en fait? En fait, ce qui m'intéressait avec le copain avec qui on a fait ça, c'était de lui dire est-ce qu'on peut faire un abri de 20 mètres carrés avec des outils qu'on peut mettre dans un sac à dos. Et même aller plus loin que ça avec des outils qui peuvent potentiellement être forgés facilement dans un village, quoi. Donc pas de scie. Et donc on est arrivé à faire cette construction-là qui est en châtaignier, qui est de la forêt à côté là. Donc en un peu moins de 2 semaines, les arbres ont été abattus, les poutres ont été équarries à la hache. Tout ça quand c'était frais ou t'as laissé un petit peu sécher? Non, justement, ça se travaille vert. Ça se travaille vert parce que le bois est beaucoup plus tendre, même si c'est un bois dur, il est beaucoup plus tendre quand il est vert. Et c'est drôle d'avoir mis 2021 là, je trouve, sur l'entrée ici, parce qu'en fait, on croirait que c'est un vestige, mais ouais, voilà. En fait, on a réussi à faire une construction en peu de temps. Alors je pense que c'est surtout grâce à l'expertise de Gustave qui lui a l'habitude de faire ça, mais c'était une super expérience de se dire ok, en peu de temps, tu peux faire une construction de 20 mètres carrés, quoi. Après, il aurait fallu faire du torchis sur les murs, il aurait fallu faire la couverture. Là, vous voyez, la couverture, c'est vraiment très... Même pas à l'ancienne, c'était l'été dernier, on a fait un stage cuillère et sous le soleil de plomb, on a décidé de balancer du foin qui s'est ensuite envolé. Donc là, ouais, c'est un petit peu le Bronx, quoi. Mais ça, c'est un sujet super intéressant aussi, la couverture. La toiture, c'est vraiment un sujet qui me passionne qui me turlupine surtout. Parce qu'en fait, tu n'as pas de moyen facile d'avoir une étanchéité. La nature, elle ne nous permet pas de rendre facilement quelque chose d'étanche. Comme si c'était un moyen justement de toujours respecter le cycle de l'eau. Enfin, je ne sais pas s'il y a une leçon là-dessous, mais ce que je veux dire, c'est que le chaume, c'est quand même quelque chose d'assez difficile à mettre en place. Produire des tuiles soi-même, ça me semble compliqué aussi, même si ça se fait. Avec de la terre, sur le genou, avec de la sur terre. Les cuisses, j'ai déjà vu, ouais. Ah ouais, t'as vu ça? Et après, ils mettent à cuire. Ouais, voilà, mais la cuisson, du coup, tu vois, ça pose question. De se dire, ok, mais le nombre de bois que ça demande, est-ce qu'on ne peut pas du coup faire la couverture en bois? Parce qu'après, il y a le bardeau de châtaignier dans le Périgord, qui est encore fait d'ailleurs à Archignac. Et le bardeau de châtaignier, lui aussi, il permet de couvrir. En fait, donc là, on se dit, bon, on se laisse un peu de temps à réfléchir là-dessus. On aimerait éviter de mettre quelque chose qui dépend pas de nous. Mais idéalement, là, ce qu'on veut faire, c'est fin juillet, début août, semer du seigle sur une assez grande surface qui sera travaillée à la houe. Et ensuite de récolter le seigle l'année prochaine pour faire du chaume. Encore une fois, en plusieurs étapes. Hein. Ouais. Parce qu'il faut semer, il faut couper. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, tu te rends compte du temps que les choses prennent, quoi. Tu vois, là, ils ont fait des super toilettes sèches aussi avec une toiture qu'on appelle de la brande. Alors, c'est juste du genêt. Donc là, on n'a pas une toiture qui est étanche parce qu'on a fait ce test-là avec un angle de toit qui est de 45 degrés, ce qui n'est pas suffisant avec le genêt. Et on s'est même dit qu'on aurait peut-être dû en mettre un peu plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce type de toiture-là, c'est traditionnel dans le coin. Dans toutes les zones de Landes aussi, on en trouve beaucoup qui sont faites avec soit du genêt, soit avec de la bruyère, quoi.
Donc là, si on avait fait peut-être 60 degrés, ça aurait été étanche. Tu es encore vachement dans les tests, on rate, on se reprend. Ouais. J'aime bien, c'est que tu n'arrives pas avec c'est comme des dogmes, comme tu disais justement. C'est on fait comme ça va bien fonctionner. Non, là c'est naturel, donc on va voir comment ça réagit. Bah, en fait, j'aimerais qu'on puisse arriver à. En fait, on fait des preuves de concept, de se dire, ok, la hache, ça fonctionne comme ça. Faire de la construction, ok, on peut y arriver comme ça, en tant de temps, avec tant de matière. Et idéalement, ce que j'aimerais, ce serait qu'on puisse capitaliser sur plein de connaissances comme ça et de dire, ok, si des personnes veulent s'installer quelque part, que ce soit en urgence ou par nécessité, que ce soit avec des méthodes entre guillemets primitives, voilà comment il faudrait s'y prendre. Avec des outils simples et avec un savoir-faire qui était un petit peu perdu, quoi. Donc oui, en fait, il faudrait se rapprocher de toutes ces personnes-là qui font la reconstitution historique aussi, parce que je pense qu'il y a... Les villages gaulois et tout, ouais, ça c'est vachement parce que intéressant. mine de rien, il y a beaucoup de choses à apprendre là-dessus, quoi. Si vous avez des adresses, là je m'adresse à mes abonnés, si vous avez des adresses de lieux, alors Guédelon, Guédelon. Ouais. ça oui, on a dit, il faudra vraiment un jour que je les contacte, mais si vous avez d'autres spots, n'hésitez pas à dire, ça m'intéresse vachement. Voilà. C'était mon petit message. Si vous êtes de l'équipe de Jean Covici et que vous voulez parler de l'efficacité des humains avec des outils, je suis chaud aussi. Si vous bossez pour le board New Revex, je suis chaud aussi de parler avec vous. Alors justement, tiens, vas-y, moi je mets c'est triple salto pavé dans la mare. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Pourquoi tu voudrais les contacter? J'aimerais leur dire, écoutez, vous avez racheté toutes les taillanderies françaises qui avaient un nom et une réputation incroyable. Il s'agirait peut-être, puisque vous êtes des entreprises du patrimoine vivant, de faire en sorte de le faire vivre ce patrimoine, parce que c'est pas en payant des outils en bleu ou en vert qu'on le fait vivre ce patrimoine. Je sais pas si là, en disant ça, ils vont vouloir... Non, mais je suis provocateur parce que en fait, j'ai vraiment envie que tout ça se soit pardonné, quoi. Qu'on soit plus à trouver dans les vides-greniers. Ah ça c'est l'industrie française qui fait ça, c'était super, c'est vraiment des outils géniaux et tout. Moi je vends que des haches italiennes, portugaises et voilà. Et en fait tu te rends compte que en France on a heureusement des artisans qui font du super boulot, mais en termes d'industrie c'est fini, quoi. Mais je sais qu'il y a encore les matrices quelque part, il y a encore le matériel, il y a encore moyen peut-être de dépoussiérer quelque chose et de reproduire des modèles qu'on avait avant, quoi. Tu sais quoi, je ne coupe pas la marque, tu les as cités, je ne les coupe pas. Okay. J'espère qu'en échange, ils sont de bons joueurs et qu'ils te contacteront. Je mettrai évidemment les liens en description pour te joindre. Ce serait fou. Ouais, ce serait génial. Ce serait génial. Ce serait génial, carrément. Surtout qu'en plus, tu le testes en grandeur nature, donc tu pourrais même peut-être leur apporter certaines modifs. Tu parlais des matrices, il y a des modifs que tu voudrais peut-être... Oui, bien sûr. En fait, après, des modèles... quand tu regardes les anciens catalogues, moi, c'est ce que je fais beaucoup déjà avec mes fournisseurs actuels. C'est de regarder les anciens catalogues et de dire « Ah putain !» Tu vois, typiquement, là, je bosse avec une entreprise qui s'appelle Rinaldi, qui est en fait le nom de famille de l'entreprise. Et j'ai la chance de parler avec l'arrière-petit-fils du premier qui a fondé cette taillanderie, quoi. Et donc, je lui ai demandé les anciens catalogues l'autre fois, et puis j'ai vu un modèle de hache qui était un modèle très répandu en France et vraiment super pour le travail dans les taillis, quoi. Et je lui ai dit, tu veux bien essayer de le refaire, parce que ce modèle-là avait disparu depuis les années 80. Et oui, et il l'a refait. Et donc c'est super, parce que maintenant, je peux le proposer, et ça fait revivre un patrimoine, quoi. C'est peut-être pas plus simple de parler quand c'est des PME, plutôt que des des grosses... Ouais, moi je pense que c'est des PME quand même, ceux que j'ai cités là, mais bon, ouais, je pense que c'est une question de culture, quoi, aussi. Hein. Et puis est-ce qu'on a aussi Est-ce qu'on a les compétences? Je suis vraiment pas sûr de ça. Parce que je pense qu'il n'y a pas de demande parce que les gens ne savent pas. Mais c'est vrai que c'est peut-être grâce à des vidéos comme ça qu'on va éclairer les personnes pour leur dire, attendez, là vous allez vous faire mal ou c'est pas du tout adapté. Ouais. Est-ce que tu me disais alors, je peux le dire parce que donc tu vends aussi des outils, c'est ce que tu dis, tu vends des outils en ligne, je mettrai le lien aussi. Est-ce qu'on peut en profiter pour que tu nous en montres 2-3 pour montrer leur utilité? Oui, bien sûr. Et après, avant qu'il pleuve, qu'on aille casser du bois là, je veux juste voir si c'est un fake, s'il y a des effets spéciaux. Ouais, carrément. Si ça ne te gêne pas. Donc toi, tu t'es lancé dedans parce que justement, tu avais envie de... Qu'est-ce que tu fais? Tu apportes des modifications apparemment. Tu demandes s'il peut y avoir des modifications.
Et tu montres aussi comment on s'en sert sur Internet. Qu'est-ce que... Alors, en fait, au départ, pour moi, le but du jeu, c'était de montrer que les outils étaient efficaces. Donc, montrer à quel point il faut efficace, une hache, une houe, une serpe, etc. Comment est-ce qu'on les aiguise, quel est le geste. Et à force, les gens m'ont dit, ouais, mais où est-ce qu'on peut trouver cet outil-là? Et le truc, c'est que je me suis rendu compte qu'à chaque fois, ma réponse, c'était dans les vides-greniers, les brocantes. Et que quand tu trouves quelque chose en vide-grenier ou brocante, si tu n'es pas accompagné ou si tu n'as pas le savoir, tu n'es pas capable de te dire, ok, elle n'est pas trop usée, cette hache, elle est certainement bien pour le bois que j'ai à tailler, etc. Donc je vais lui mettre un manche comme ça. Enfin, ça demande pas mal de compétences. Et pour débuter, ça fait peur. Il vaut mieux partir d'un outil qui va te permettre de comprendre l'efficacité tout de suite, de se dire, ok, c'est censé travailler comme ça une hache. Et après, tu peux te faire de la restauration et reprendre l'outil du grand-père et te dire, si je regarde mon expérience avec cet outil-là qui fonctionne, voilà comment est-ce que celui-ci devra fonctionner aussi. Oui, une fois que tu as vraiment maîtrisé l'objet, tu peux le customiser, l'améliorer, le rendre encore plus performant. Enfin oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que je me suis mis à vendre des outils. C'est parce qu'en fait, en France, on ne vendait pas d'outils qui étaient non standardisés, ou en tout cas, il y avait très peu de gens qui le faisaient. Et je me suis dit, tiens, ça permettrait d'avoir un travail qui est en lien avec ma passion, quoi. Donc voilà, il y a un site internet qui montre... Je propagerai tes... Ouais, bien sûr. Non, mais juste pour dire, le but du jeu dans ce site-là, c'est pas d'être vendeur, tu vois. Je dis même, là, je vais le rajouter. J'ai vu une super idée pour faire un coffin porte-pierre. Moi, j'en ai marre de vendre des coffins en plastique. Donc, ce que je vais dire aux gens, c'est de mettre un tuto. Si tu veux vraiment un coffin en plastique pas cher, tu prends une bouteille de lait, tu la coupes et tu mets une ficelle. Parce que voilà, le but du jeu, c'est pas d'avoir de faire gamme vert, quoi. J'ai une boutique parce que le but, c'est de se réapproprier des outils et de faire en sorte que ces rares industries ou semi-industries qui existent encore puissent perdurer, quoi. Au passage, rien à voir, hein, mais l'architecture ici, la pierre, vos maisons, vos bâtisses, c'est magnifique en Dordogne. Ouais, hein. Je le replace, mais vraiment, c'est très beau. Donc là, c'est ton atelier? Oui, c'est un peu le bazar, hein, donc il faudra mettre des effets spéciaux peut-être. Est-ce que je commence à te montrer mes petites fiertés ou... Tu nous en montres 5-10, vas-y, pas de souci, j'ai de la pellicule. C'est pas du tout... En plus, celle-ci, elle n'est même pas sur le site, hein, donc elle le sera peut-être à un moment donné, mais c'est juste des petites fiertés. Ça, c'est une houe qui est forgée. Donc on voit les stries, hein, du marteau-pilon qui l'a forgé. Et ça me fait plaisir parce que celle-ci, elle est faite sur mesure, c'est-à-dire aux dimensions qu'on a spécifiées, quoi. Et en fait, c'est chouette parce que c'est un modèle qui est assez polyvalent et qui permet de faire revivre aussi un modèle qui avait disparu, qui était une houe italienne qui s'appelait Coconato. Coconato, c'était un modèle comme ça qui est à peu près similaire, hein, du coup, mais qui est plus produit du tout. Et ça fait pourquoi c'est sympa, ça, par exemple? Parce que justement, alors du coup, une houe qui est forgée au marteau-pilon, déjà c'est une houe qui est d'une seule pièce, donc il n'y a pas de soudure. Okay. Et les stries du marteau-pilon, ils permettent d'augmenter la robustesse. C'est le même principe que la nervure d'une bêche, sauf que tu en as plein. Et puis c'est aussi un moyen de réduire la friction de l'outil quand il rentre dans le sol. Parce que si tu as un outil qui est parfaitement plat, la matière, elle va être en contact sur toute cette partie plate de l'outil. Alors que là, on n'a pas de plat, donc là où la matière va être le plus en contact, ça va être sur la hauteur des stries. Donc c'est un outil qui pénètre bien, et malgré le fait qu'il soit large, parce que c'est une houe qui est plutôt large, donc c'est chouette quand tu laboures, quand tu as pas mal de surface à faire. Et voilà, c'est chouette, quoi. Et ça, comment t'en es venu à trouver il doit plus en rester beaucoup des taillandiers en PME? En Italie, heureusement, il y en a beaucoup. Et ça, c'est la hache dont je te parlais, qui s'appelle la Bossu, du coup. Parce que c'est une hache qui a cette forme un peu avec une bosse, là, comme ça, sur le nez, et qui permet de travailler à ras du sol, quoi. Donc ça, c'est un modèle qu'on fait revivre grâce à la boutique, quoi. Grâce aux clients et clientes qui sont aussi passionnés et qui jouent le jeu à vouloir essayer de se réapproprier des gestes et des outils, quoi. Pour avoir une idée, quelqu'un qui t'achète ça sur site, ça vaut combien?
Celle-ci, elle doit être à 90 euros, je crois, 90 euros. Et ça, tu peux le refiler à tes enfants si tu... Oui. Ouais, Oui. c'est ça qu'il faut voir aussi. Oui, bien sûr. Après, c'est vrai que tu vois, c'est des outils donc parfois qui arrivent aiguisés, mais la plupart du temps, l'aiguisage sorti d'usine, il est quand même assez grossier. Donc ce qu'on fait, c'est que... Alors c'est pas parfait non plus, hein, parce que tu vois, il y a des fois des modèles qu'on reçoit qui arrivent rouillés, donc il faut les dérouiller. Bon là, j'en ai pas sous la main, mais tu vois, c'est des petites choses qui seraient pas acceptées dans l'industrie. Là, tu vois, typiquement, là, je te parle de la Coconato. Celle-ci, je l'ai gardée parce que je l'ai reçue comme ça. Elle avait un défaut. Et je me suis dit, bah non, je vais pas la vendre. Parce que, Et pourtant, ça tiendrait? Ouais, ça tiendrait. Mais je me suis dit, bon, bah, c'est pas sympa. Puis c'est la dernière, donc comme ça me fait un modèle. Et pour moi, le but du jeu, c'est que les gens aient une bonne expérience des outils, quoi. Et ce qui me fait peur des fois, c'est que je sais que c'est des outils qui demandent aussi de l'effort, qui demandent à avoir un peu de patience, parce qu'il faut savoir les aiguiser, il faut travailler avec eux, il faut s'adapter aussi parfois avec eux. Et j'espère que les gens ne s'attendent pas à avoir quelque chose prêt à l'emploi ou enfin, tu vois, aussi simple, aussi facile qu'une machine, quoi, tu vois. Il y a quand même j'allais dire une dextérité, non, il y a je cherche mes mots aussi, hein, il y a un coup à prendre. Il y a un coup à prendre, mais il y a aussi un instinct, quoi. On a plus de chances d'avoir du sang de paysan dans nos veines que 100% de sang de bourgeois qui a jamais utilisé un outil parmi ses ancêtres, quoi. Écoute, on n'est pas de la même famille. Hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire, oui. c'est que c'est ça aussi, cette espèce de satisfaction, même j'ai envie de dire de drogue qu'on peut avoir avec un outil qui coupe bien. Je pense que ça vient vraiment de quelque chose de nos gènes, quoi. Faut transpirer et avoir le beau geste. Ouais, c'est ça, mais aussi de se dire, mais on a vraiment une satisfaction de soi qui vient aussi de l'outil qui est bien lancé et qui est aussi bien coupant, quoi. Je t'ai dit tout à l'heure, il m'est arrivé parfois de me couper avec ma faux, et les premières fois, c'était vraiment chouette parce que je me disais, oh, ça y est, je sais l'aiguiser, quoi. Ah oui, au lieu de te dire, punaise, je sais, d'accord, ouais. Je me suis fait mal, ouais, ça y est, elle est rasoir, quoi. Pas mal, je pourrais. Donc voilà, ça c'est... Ouais, c'est un truc qui te plaît. Dis-moi, je vais te poser une question. Alors, on va peut-être pas se mettre des... Je voudrais qu'on aborde ce sujet. On en parlait tout à l'heure. Je me demandais, mais là, tu es en plein dans ce que j'ai déjà vu dans des foires médiévales. Et tu m'as dit, non, tu t'aimes pas trop toi. Mais j'aime bien pourquoi. Parce que toi, c'est pas du show et de la représentation que tu veux faire, c'est du pratico-pratique, si on peut dire. Bah en fait, j'ai pas envie que ça tombe dans le folklore. J'ai pas envie que les gens se disent, ah ouais, mon grand-père aussi, il utilisait la hache. C'est sympa et tout. J'ai vraiment envie que les gens se disent, ok, une hache, ça fonctionne comme ça. C'est fait pour faire du bois, pas seulement pour fendre. La plupart du temps, les gens achètent une hache pour fendre du bois, mais c'est pas fait pour ça, une hache. C'est un merlin qui fend du bois. Alors, on peut fendre du bois avec une hache, il n'y a aucun problème. Mais c'est simplement que c'est juste utiliser ça pour une toute petite partie de son utilité, quoi. Une hache, c'est fait pour abattre un arbre, c'est fait pour équarrir une poutre, c'est fait pour ébrancher, c'est fait pour tronçonner, enfin, c'est-à-dire pour débiter le tronc pour en faire des bûches, quoi, pour se chauffer, quoi. Donc, toi, c'est vraiment le côté, l'outil, il faut qu'il serve, il ne faut pas juste parader avec. C'est ça. En fait, on imagine que la scie, c'est quand même un outil qui est très moderne. Évidemment, on a des traces de scie qui ont été forgées, etc., dans le temps, mais la plupart du temps, le bois, les bûches étaient faites à la hache, elles n'étaient pas du tout faites à la scie. Tout simplement parce que c'était plus pratique de le faire comme ça. Aujourd'hui, quand tu veux débiter ton bois seulement à la scie, c'est intéressant si le bois est très sec ou s'il est un peu gros, mais dans du bois vert ou dans de la petite section, tu as tout intérêt à utiliser ta hache. Tu utilises la gravité, tu utilises le poids de l'outil. Quand il n'y a pas de sève tu aussi, vas vite. Quand la sève est bien descendue. L'hiver, quoi. L'hiver, c'est clair. Surtout si tu veux que ton arbre reparte, parce que tu peux trogner, tu peux faire tu peux recéper, tu peux faire tas de choses comme ça. Ça, c'est vraiment un truc justement que la mécanisation a permis, c'est de pouvoir couper n'importe quand. Et on s'en fiche en fait s'il y a de la sève ou pas, si on peut l'arracher, c'est pas dur. Que ça doit être plus difficile, non, quand il y a de la sève de... Non. Ah, non, je pense que non, bah je sais pas. Après, moi je vois bien les forestiers, ils peuvent pas faire autrement. Les gens qui travaillent dans l'espace vert, ils peuvent pas faire autrement non plus.
parce qu'ils ont besoin d'un rendement. Mais c'est clair que le problème aujourd'hui, c'est pas tellement le fait que les mecs utilisent des tronçonneuses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus des tronçonneuses, c'est des engins qui tassent le sol, qui explosent les réseaux de champignons, parce que bon, tu vois, tu passes sur des forêts qui ont eu une coupe rase, tu as quand même de la matière organique au sol qui va se décomposer, qui va revenir, etc. Par contre, le problème, c'est que tu as tout détruit et que tu as peut-être travaillé quand il pleuvait et que ton sol, bah, il est asphyxié, quoi. Donc, tu roules sur les souches, tu t'exploses plein de trucs. Donc, non, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon pour les générations futures. C'est du court terme, quoi. Voilà, j'utilise cette pierre parce que j'ai rien d'autre sous la main, mais l'idéal pour les haches, c'est une pierre ronde. Mais là, ça le fait aussi, hein, tu vois, juste pour remettre un petit peu de... Le fil? Non, parce que là, c'est pas une faux. La faux, on peut vraiment parler de redresser le fil. Là, pour une hache, c'est simplement retirer la rouille, tu vois, ça fait depuis cet hiver qu'elle n'était pas utilisée. Et je croyais que tu coupais tous les jours et que tu testais les haches. Je suis déçu. Non, toutes les haches et toutes les houes de la boutique sont testées avant d'être mises en ligne, mais tu vois, là, alors, moi, mon outil, il est rouillé. Et en fait, c'est pas grave. La plupart du temps, il suffit de l'utiliser pour le dérouiller, quoi. Donc c'est pas un souci du tout. Alors ça me fait plaisir parce que je vois que les chevreuils n'ont pas pu tout bouffer non plus. Donc c'est bien. On va essayer de trouver un bout de bois au sol. Ah bah il y a ce morceau là. Est-ce que j'ai un placement à avoir si je veux pas me prendre un bout qui gicle? Ouais, reste plutôt sur le côté alors. Sur le côté comme ça? Bah typiquement, tu vois, j'ai quand même une belle partie ici, et ça continue comme ça. Après là c'est moche, il y a de la roulure, donc ça on va pouvoir le faire sauter. Mais là voilà, là j'ai un gros nœud, donc je vais couper ici, puis peut-être que ça on l'utilisera pour faire du mobilier ou autre chose, quoi. Donc là j'ai dit tout à l'heure qu'on évitait de frapper perpendiculairement aux fibres. Donc là je vais plutôt taper de biais, et on va voir comment la hache réagit. Donc c'est le même principe que tout à l'heure, hein, j'utilise la gravité et puis je vais venir accélérer l'outil. Voilà. Alors là ce qui est intéressant c'est de voir que une chose importante. Tu sais, j'ai déjà vu des vidéos sur tes réseaux, c'est impressionnant là, le POC. Le POC. Ah, le bruit et tout, c'est impressionnant, excuse-moi, mais... Ouais, alors moi ça me fait plaisir de retoucher une hache parce que ça fait tellement longtemps là, depuis l'hiver. J'ai pas été très précis, mais bon, ça remet de bonnes sensations. Là, tu vas peut-être te prendre un copeau dans la gueule si tu restes là. Bon, ça fera de la vue, vas-y. Okay. Ouais. Tu fais un coup à droite, un coup à arrière. Tu vois, et là, tu vois, on a en 3 coups, 4 coups, on a atteint le cœur du... Tu vois, ce qui me fait plaisir, c'est que dans tes vidéos, malheureusement, c'est souvent en plan fixe. Ouais. Et là, de pouvoir me rapprocher, de voir ce que je voulais... C'est impressionnant quand même dans le... Là, tu as fait la moitié presque quand tu es arrivé là. Ouais. Ouais. C'est ça que je veux expliquer, tu vois. Et même, tu vois, là, on peut faire des petites variantes. On pourrait, par exemple... Alors, attends, je vais encore continuer. Hop. Voilà. Donc une variante, par exemple, si là je veux faire une bûchette et que j'ai pas envie de couper mon bois jusqu'au bout et que je veux déjà avoir mon bois fendu, et ben je vais venir mettre un coup ici. Et là je vais faire comme ça. Et là j'ai une bûchette. Donc elle est déjà fendue, j'ai plus qu'à aller la ranger, quoi. Donc ça fonctionne très bien sur le châtaignier, ça marche bien sur le robinier aussi. Faut dire aux gens, le châtaignier, c'est dur comme bois, quoi. C'est un feuillu dur, mais c'est pas le plus compliqué, hein. Le pire, c'est peut-être le chêne vert. Mais voilà, hein, ça fonctionne bien. Le frêne est assez dur aussi. Si je viens ici... Il y a un truc que je viens de voir, c'est le fait de taper sur le côté. Tu vois, même si tu n'as pas maîtrisé le geste, ça ne pouvait pas aller vers toi. Non, là je risquais rien.
Ce que je risque, c'est vraiment si par exemple je tape au-dessus de la bûche, quoi. Mais là, c'est pour ça que tu vois, souvent je sonde un petit peu, tu vois. Je fais tomber l'outil là où je veux le faire tomber. Oui, je sonde à chaque fois pour voir, tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé la hache, donc j'ai pas envie de faire de bêtises. Donc je fais en sorte des petits coups, tu vois, pour voir où est-ce que je vais taper avant, quoi. Donc tu vois, parfois il y a la hache qui reste un petit peu collée dans l'entaille. Ouais, je fais un petit mouvement de levier. Ça, c'est un truc, tu vois, typiquement, cet arbre-là, on l'a ébranché tout de suite quand on l'a fait tomber. Et c'est une grosse erreur. En fait, on a compris cette année que le mieux, c'était de garder en fait, des branches qui permettent au tronc de pas avoir de mouvement de balancier. Comme ça, tu... avec le pied aussi. Ouais. Parce que du coup, en fait, si tu as des branches, ça plaque ton tronc au sol et il évite de bouger quand tu essaies d'enlever ta hache. Excellent. Voilà, donc c'est des petites techniques comme ça, quoi. Bon, on va le couper jusqu'au bout. Tu vois, là, il balance un petit peu quand je fais ça, quoi. Là, j'arrive au bout, donc je vais changer de sens. Je vais me mettre comme ça. Tu vois, là, pareil, je me mets pas en face, du coup, parce que la hache, elle va continuer son chemin. Donc, je me mets sur le côté. Hop. Voilà. Bon, donc là, on a un peu chipoté pour montrer un petit peu tout ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait travailler avec les fibres du bois et tout, mais si vraiment on n'avait pas besoin de faire cette démonstration, voilà, en quelques coups de hache. Oui, bah, j'invite les gens à aller voir sur tes réseaux. C'est vrai que tu les fais dans les conditions du direct. Ça va assez vite. Tu vois, c'est quand même chouette. Enfin, ben, ça, tu vois, souvent on se fout de moi en disant ouais, mais ça c'est du bois d'allumage, ce que tu fais, c'est pas de la grosse bûche qui va tenir toute la nuit, quoi. Mais en fait, nous, quand on se chauffe, c'est pas ce qu'on cuisine. C'est parce qu'on doit faire chauffer un plat, etc. Donc on a besoin d'une bonne combustion. Et une combustion qui a un bon rendement, c'est une combustion où tu as de l'air qui passe autour de ton comburant, quoi. C'est ton combustible. Donc en fait, si tu as du bois de section moyenne comme ça, en fait ta combustion elle est super vive, ça fait une forte chaleur, tu fais bouillir de l'eau facilement, et après le tout c'est d'avoir de la masse, de l'inertie autour de ton point de chauffage pour accumuler cette chaleur, quoi. Et alors question sûrement peut-être bateau, mais désolé si elle est vraiment simple. Tu penses pouvoir tailler combien en ster en temps, pour que les gens aient une idée pour faire un ster? Ça te prend combien de temps? Alors, depuis que je suis papa, c'est difficile de comptabiliser parce que je fais tout, j'arrête au bout d'une demi-heure. Mais en règle générale, les premières années où j'avais du temps, enfin la première année où j'avais du temps, c'était une ster et demie dans la journée. Et quand tu regardes, pareil, des chiffres des anciens, c'est 5 sters dans la journée. Mais alors par contre, ils faisaient des bûches qui étaient plus longues, qui faisaient 1 mètre de long. Parce qu'ils n'avaient pas de poêle comme nous. Voilà. Ils avaient des gros cheminées. Voilà, c'est ça. Et ce qui était assez chouette, parce que tu pouvais limite mettre le tronc dans la cuisine et le pousser à force que tu avais besoin de combustible, quoi. Thibaut, allez, un petit mot de la fin. Alors, question, je te relance dessus, mais est-ce que tu penses que ce que tu es en train de montrer, ce sera une extrême nécessité bientôt? C'est une assurance? C'est un savoir à conserver? C'est quoi ta vision par rapport à... Enfin, pourquoi tu te passionnes autant par ça? Tu t'y attendais pas, celle-là? Ah, mais c'est une super question, moi j'adore ça parce que j'aime bien mêler un peu de philosophie, même si on n'est pas des philosophes, hein, mais juste de se poser la question de qu'est-ce qu'on fout là, quoi. Et de quel est le sens de l'existence. Et ce que je me dis souvent, c'est que c'est quoi le but du jeu d'être un animal sur cette planète qui ne prend même pas en charge ses besoins primaires? C'est quand même bizarre de se dire que tu es vivant, mais que tu n'es pas vivant grâce à toi. Tu es vivant parce que tu produis une richesse qui a une valeur qui fluctue
et qui fait que tu peux aller au supermarché pour exister, quoi. Et je trouve ça terrible, en fait. Et en fait, peut-être que le sens de l'existence, c'est justement de reprendre ça en main, de se dire... En main, tu vois, mine de rien, ouais, reprendre ça en oui, main. c'est ça. C'est de se dire, on est des machines incroyables. Je veux dire, on a plein d'effets de levier dans notre corps, on est fait pour utiliser tout ça, quoi. Et je trouve ça dommage de devenir des pouces-boutons, quoi. Et en plus, je me dis, bah, c'est convivial, parce que comme je le disais, on peut en effet garder ses gosses en faisant ça, parce qu'on risque pas de les blesser avec des projections, et on peut les entendre s'ils se font attaquer par une bande de chiens. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que c'est convivial, c'est qu'on peut le faire à plusieurs, et ça, c'est ce que je découvre depuis quelques temps avec des amis, c'est que labourer une petite parcelle à la houe, à plusieurs, c'est super, quoi. Ça crée du lien. Je pense même qu'il y a un échange chimique qui se fait au fait de sentir les personnes que tu as autour de toi. La transpi. Ouais, la transpi, l'odeur, non mais l'odeur des autres, clairement. Et je pense même que la plupart des collectifs qui foirent, c'est certainement parce qu'ils ne travaillent pas assez ensemble et qu'il n'y a pas de sensation de groupe, de survie de groupe, et de meute, de tribu, quoi. De se dire, il n'y a pas cet échange chimique qui se fait entre les gens, parce qu'aujourd'hui, on a tous notre petit confort et qui est très bien au demeurant, hein. Moi aussi, j'ai mon petit confort quand je rentre chez moi, j'ai la lumière en appuyant sur un bouton, c'est super. Mais en revanche, j'aime bien me dire que quand je sors dehors, on utilise notre corps, on utilise des savoir-faire ancestraux et un jour peut-être que ça nous sera utile, parce que si on appuie sur le bouton et qu'il n'y a plus de lumière, on saura quoi faire, tu vois. C'est juste ça qui m'anime, quoi, tu vois. Juste ça. Bon, Ouais. tu vois un peu plus l'avenir aussi depuis que tu as des enfants, je présume. Oui, après l'avenir, ça te fait poser la question sur est-ce que j'ai des enfants ou pas, quoi, parce que moi, je ne passe pas une journée sans que je sois effrayé par l'avenir. Ah ouais, à ce point-là, carrément. L'avenir pour mes enfants, ouais, c'est sûr, quand tu entends plus 4 degrés d'ici 2050, moi je ne supporte pas les canicules, c'est un côté terrifiant, quoi. Donc je me dis, mais qu'est-ce que je leur offre, quoi? Et je me dis, peut-être au moins leur apprendre ces gestes-là, ça leur apportera une vie de groupe, une vie où ils peuvent se prendre en main, une vie où peut-être un espoir aussi, quoi. Et puis le fait peut-être de te voir faire, peut-être que eux ils auront ces gestes. Moi je sais que quand je vais voir des personnes qui ont un certain âge et qui ont eu la chance encore de voir leurs grands-parents faire beaucoup de choses manuelles, ils disent quand même on reprend les gestes rapidement, on voit comment ils ont fait, on l'a touché petit. Peut-être que toi c'est aussi ce que tu veux montrer aux enfants. En fait, les enfants, ils sont volontaires. Les enfants, ils ont envie de faire comme les parents. Donc ça, c'est génial aussi. C'est que quand tu vois tous les produits Montessori et autres qui, au demeurant, sont sympas, mais poussent à essayer d'éveiller l'enfant sur le toucher, sur la motricité fine, sur l'éveil des sens et tout. Mais en fait, un enfant, tu le poses dans le jardin et tu travailles avec une houe à côté de lui. Moi, ma fille, quand elle a eu 1 an et demi, elle a chopé une petite binette et elle faisait ça à côté de moi. Et je sais que dans 2 ans, elle sera à faire un peu de labour et de fauchage avec moi. Un travailleur de plus à la ferme. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils reproduisent, ils nous imitent. Donc tant qu'ils le font avec joie, tout le monde est content. Hein. C'est tout, c'est chouette. Tu fais des stages? On a envie de faire des stages, ouais, donc il faudrait qu'on fasse un truc pour s'inscrire, ouais. Il faudrait qu'on fasse un truc pour s'inscrire. Écoute, je mettrai bien vers tes réseaux, comme ça les personnes pourront retrouver ça. Voilà. Juste dire à ma compagne, ma fille, que je les aime, voilà. Et puis le petit bébé qui arrive aussi, voilà. Dont on ne sait pas le sait. Ça c'est flou encore. Ça aussi, tu Ouais. vois, je trouve que ça va avec le personnage. Ouais. Il y a tellement de personnes qui veulent limite, plus tard je veux que, tu sais, on peut presque limite modifier l'ADN Oui, pour bien qu'ils aient sûr, les yeux bleus. Je trouve ça fantastique de se dire, la vie, Mais non, mais c'est ça, c'est que tout de suite, il se passe quelque chose quand le bébé sort du corps de sa mère et que là, tu peux te dire, oh, j'ai une fille ou j'ai un garçon. Waouh! Et il y a un truc qui se passe dans ta tête qui est différent que quand tu as déjà peint en bleu parce que tu te dis, je vais avoir un garçon ou une fille. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, je reprends un petit peu le truc de base, quoi. Je veux dire, en fait, t'as pas cette surprise qui, je pense, déclenche quelque chose en toi, quoi. Un attachement tout de suite à cet enfant. Voilà. Teudbald. Merci beaucoup Thibaut, merci beaucoup. Ouais, je t'en prie.